Bonjour à vous, membres de la communauté du salon, et re-bienvenue, oui, dans ce cercle du savoir cinématographique pour ce nouveau voyage à travers les anecdotes peu connues du cinéma. Oh que oui! Aujourd'hui et pour les 2 prochaines autres capsules, nous allons donc parler de certains plateaux de tournage qui ont été effectivement, oui, abandonnés. Avec le temps, certains sont disparus, certains sont renaquis de leur cendre grâce à une communauté, et d'autres sont encore aujourd'hui à découvrir. Alors oui mes amis, c'est bel et bien reparti pour ce nouvel APCDC à saveur mystère, à saveur abandonné, à saveur maudit que j'aimerais ça aller toutes les voir, mais que j'ai pas l'argent pour voyager autant. Bref, un sujet passionnant. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Voici une partie du plateau de tournage de Babine. Alors, mes amis, qui n'a pas un jour rêvé lors d'une petite promenade en pleine nature de tomber nez à nez avec un village d'antan abandonné sur de merveilleuses terres agricoles? Eh bien, sachez que si vous êtes perdu dans les Laurentides, il se pourrait que ça vous arrive, car sur une grande étendue verdoyante se trouve un petit hameau visuellement bien connu des amateurs de fantastique québécois. Oui, mes amis, c'est ici que le pauvre Babine, désigné dès sa naissance comme futur fou du village, va naître dans la tourmente, tourmente qui va continuer toute sa vie, car tout le village pense que leur malheur, c'est de sa faute. Pauvre Babine. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est comme un frisson dans le dos. C'est l'ombre que vous allez finir par y briser. Ben des fois, hein, vaut mieux trouver un coupable sur le fly que de réfléchir, hein? Non? Et pour ceux qui n'ont jamais vu le film, eh bien, sachez que lorsque l'église prend feu et que le curé y trouve la mort, eh bien, tout le village accuse Babine, et ce pourquoi? Eh bien, à cause du nouveau curé, hein, qui l'embête jusqu'à le condamner à mort. Aucun commentaire. Bref, œuvre de Luc Picard qui en a fait jaser plus d'un lors de sa sortie, hein, étant donné que c'était le premier film à gros budget depuis Mathusalem 2 qui renouait avec le fantastique au Québec. Et c'était un défi quand même de taille, là, on va se le dire, même s'ils avaient un bon gros budget et qu'ils ont allègrement défoncé. Ouais. 6 millions de dollars pour ce genre de projet au Québec, c'est rare. Très rare, très très rare, et malgré ce bon budget, eh bien, ils ont dû gratter les scènes jusqu'à la fin pour pouvoir livrer la marchandise attendue. Hein? Mais c'est sûr qu'avec probablement le 1/6 du budget grugé par les assurances, ça aide jamais. Est-ce que la construction du village a été de trop et est-ce que cet investissement en a valu la peine? Eh bien non, hein, c'était pas de trop et oui, hein, oui, ça n'a valu la peine, car ce petit village perdu et dont l'emplacement reste secret a été visité par plus d'une équipe de tournage. Et bien entendu, vous vous en doutez, lorsqu'une compagnie de production construit quelque chose, eh bien elle essaie de le réutiliser, du moins souvent quand les productions sont d'ici. Hein? Oh, parce que si on prend par exemple le village de la série Barskin qui a été tourné à Québec, bonjour le Gaspé, hein? Notons ici que M. Fred Pellerin voulait faire vraiment brûler l'église, hein, mais face au coût qui était de 30 000 $, pour payer bien entendu les pompiers ainsi que les artificiers spécialistes pour faire cramer des bâtiments, eh bien, non, il a comme choisi d'avoir un feu contrôlé. Hein? Coûte moins cher. La grotte du lac Lamotte et Battlefield Earth. Il y a 70 ans, dans la région du Saguenay, ça brassait pas mal beaucoup. Hein? Et ça brassait quoi? Du papier. Ouais. Et qui dit industrie papetière dit énergie. Et qui dit énergie au Québec dit hydro-énergie. Et qui dit années 50 dit souvent projet monstrueusement gigantesque. C'est donc en 1950 que le plan un peu fou, mais malheureusement logique pour l'époque que de construire le plus gros barrage de terre à l'est du Canada se met en branle. Cette immense digue qui retient les eaux du lac Lamotte allait servir de réserve pour un complexe de 6 barrages afin que la compagnie Price Brothers, aujourd'hui devenue Produits Forestiers Résolus, puisse faire fonctionner à plein régime ses usines de papier. Non, mais je sais pas à quel point vous vous rendez compte à quel point c'est un projet de fou, là. 300 mètres de long par approximativement 50 mètres de hauteur. Toute cette eau est retenue
par une digue. Pas du béton, une digue. C'est la société Price Brothers, aujourd'hui devenue Produits Forestiers Résolus, qui a creusé le tunnel dans le roc afin de dévier l'eau de la rivière Shipshaw. Une fois la chute des gorges asséchée, les ouvriers ont pu construire l'immense digue du lac Lamotte, qui a nécessité à peine 3 ans de travail pour un chantier aussi gigantesque au Québec, au Saguenay, en 1953. C'est assez impressionnant. On va se le dire, là. Et donc, 3 ans plus tard, les ouvriers vont abaisser des énormes portes de fer et d'acier afin de boucher l'extrémité du tunnel de déviation, ce qui va créer la grotte du lac Lamotte. Mais là, ici, on parle de grotte ou de film. Eh bien, mes amis, sachez qu'une belle grosse production hollywoodienne a bel et bien débarqué dans cette grotte. Oh que oui, les plus anciens d'entre nous se souviendront peut-être du lamentable échec au box-office que fut Battlefield Earth, mettant en vedette ce cher John Travolta, ainsi que le scénario d'un livre de ce bon cher L. Ron Hubbard, inventeur de la fameuse scientologie, œuvre sortie donc en 2000. L. Ron Hubbard. Ah non, mais sérieux. C'est clown. Et leur présence ici est d'autant plus surprenante parce qu'entre 1998 et 2000, il y a eu énormément de manifestations à Hollywood des gens du milieu du cinéma qui essayaient en fait de faire réglementer l'expropriation de certaines productions d'Hollywood vers l'étranger. Donc c'était assez couillu de venir ici en 99. Mais ils l'ont fait pareil. Comme la France, l'Angleterre et le Canada, 3 pays ayant démontré leur savoir-faire dans l'industrie à plusieurs reprises aux yeux des gens d'Hollywood. Or donc, malgré les manifestations, ça n'a pas empêché Mr. John Travolta de s'installer à Montréal pour le tournage de son film de science-fiction et de propagande cachée, Battlefield Earth. Et peu importe ce qu'on peut penser du film, eh bien oui, le budget est considérable et le projet est ambitieux. Il demande énormément de travail sur les décors de science-fiction, exige beaucoup de travailleurs professionnels de l'industrie de Montréal et il faut recréer dans les studios montréalais un univers extraterrestre excessivement imposant. Mais les producteurs se montrent assez confiants de l'équipe choisie et ils se montrent aussi très élogieux et très ouverts d'esprit envers les équipes du Québec. Même que moi, personnellement, je crois que ce tournage-là a eu une importance capitale dans la suite de notre importance dans le monde du cinéma international au Québec. Même si l'argent de ce film-là est louche, même si ça a été un échec, pas parce que les effets spéciaux sont pas bons, pas parce que les décors sont laids, pas parce que c'est mal cadré, mal éclairé, mal chié. C'est parce que le film est mauvais. C'est tout. Et oui, beaucoup de scènes de ce film devaient être tournées à l'extérieur en milieu boisé. Ils se sont donc déplacés des studios de Montréal jusqu'à Québec dans le canyon Sainte-Anne et l'un des plans du film demandait donc d'avoir accès à une grotte naturelle. Une caverne donc assez grande pour y rentrer une partie de l'équipe technique, mais aussi la caméra, les chariots, les projos, les micros, bref, une grosse caverne. Et ça, au Québec, eh bien, ça pullule pas vraiment. Même que je pense que c'est la seule grotte du genre au Québec, qui n'est pas une grotte, c'est un tunnel. Et la magie de L. Ron Hubbard s'empare du plateau et les producteurs entendent parler d'une fameuse grosse grotte au lac Saint-Jean. Oui, la fameuse grotte du lac Lamotte. Le tournage de cet échec a eu des retombées économiques d'une valeur de 120 millions de dollars. Pour moi, un film tourné au Canada ainsi qu'au Québec, c'est un record pour ces années-là. Et là, je le répète, sachez que l'échec du film n'est pas dû à la réalisation des décors, des effets spéciaux, ainsi que du tournage qui ont été réalisés à Montréal. Non. Le film est plat. Écoutez, dans les entrevues, ils se targuaient que ça allait être incroyable, que leurs personnages mesuraient 9 pieds, que les humains étaient tout petits à côté. Ouais. C'est parce que tu portes des souliers plateforme qu'on voit dans le film. Et en plus, non seulement il l'assume, mais même sur les jouets, il y a les souliers plateforme, genre de 4 pouces. Ridicule. Le village sous-marin abandonné de l'enfant et la sirène. Ok, là, je vous parle d'un de mes crushs. Clairement, depuis 5 ans, je fais beaucoup de recherches sur le cinéma. Il y a des sujets qui me passionnent, comme les caméos. Mais là, ici, ça, c'est le genre d'histoire. Oh mon Dieu, j'en lirais 15 de comme ça chaque jour. Mais il n'en existe pas 15. Il n'en existe qu'une seule, et c'est celle-ci.
je vous parle d'un projet qui est devenu malheureusement beaucoup trop gros pour le seul homme qui était derrière tout ceci. Attelez-vous, c'est débile. C'est dans les années 60, en France, qu'un projet pourtant réalisé au grand jour lors de sa conception est resté dans l'ombre et a presque été oublié. Le film L'Enfant et la Sirène n'existe pas officiellement. Et non, même que jusqu'à ce jour, malgré le fait que nous savons que des images ont été tournées et que des roches existent bel et bien, personne n'a pu les voir. Elles sont probablement aujourd'hui au pire détruites ou alors perdues ou bien tassées dans un grenier et on va les découvrir dans 50 ans. Hein? Et ça me fait mal de savoir ça. S'il existe, mais on ne sait pas où. Aïe aïe. L'Enfant et la Sirène a été une idée qui a germé dans les années 60 dans la tête de son créateur, M. Nejad Adzamba. M. Adzamba avait certes dans l'idée de faire un film d'animation, mais il avait surtout dans l'idée de révolutionner l'ère de l'animation et de faire trembler les instances les plus connues, c'est-à-dire la grosse corporation qu'est Disney. Ni plus, ni moins. Ouais. Les objectifs. Il était à la base un grand créateur, artiste visuel diplômé de l'École des arts décoratifs de Nice, mais cette occupation estudiantine de jour n'était pas assez pour lui. En parallèle de ses études, il va donc monter ce projet monumental pour un seul homme, ce qui lui a valu d'être admiré et estimé par ses pairs et amis. Et c'est pourquoi plusieurs connaissances ainsi que plusieurs personnes des environs ont voulu mettre la main à la pâte avec lui pour participer à ce futur grand projet. Et une chance parce que la majorité des informations qu'on a sur ce projet ainsi que les documents que nous avons sur ce projet, eh bien, proviennent de ses amis. Une chance qui était là. Sachez en premier lieu qu'il existe 2 sites, car M. Adzamba avait dans l'optique premier de s'installer à Cap-Dramont. Site enchanteur, il a choisi de disposer sa ville sous une arche naturelle sous-marine. L'ambiance est là, certes, mais malheureusement les courants à cet emplacement étaient trop forts, ainsi qu'une visibilité sous l'eau très peu stable à cause des courants faisant remonter le sable du fond. Il a donc été forcé d'abandonner une partie de ses créations sur place et a dû partir à la recherche d'un autre endroit où poser son décor. Il est donc encore possible aujourd'hui de visiter une partie de décor à Cap-Dramont. Mais le plus gros du plateau a été construit et submergé à Cap-Antibes et c'est à cet endroit que vous pouvez visiter la plus grosse partie de cette ville submergée. Et les chiffres disponibles grâce à la maison touristique du coin sont assez impressionnants, surtout qu'on repense qu'il était tout seul à gérer tout ça. La ville est submergée par plus de 20 mètres de profondeur, étendue sur plus d'1 kilomètre carré. Cette ville renfermerait pas moins de 200 édifices et constructions, maisons, ponts, obélisques, cimetières, remparts, et ce dans un mélange architecturaux assez éclectique, comme le style égyptien ou bien romain. En 6 ans de préparation, Adzamba et ses acolytes auraient descendu sous l'eau pas moins de 15 tonnes de matériaux en pas moins de 7000 plongées. Oui, ça n'en fait un peu des bonbonnes d'air. Les sources d'informations sont souvent fiables, mais assez rares. Donc, ici, j'ai comme pas le choix d'utiliser le conditionnel. Le conditionnel. Il semblerait donc que l'idée de tourner au fond de l'eau ait été abandonnée au cours du projet et que M. Nejad ait décidé de terminer le tout en studio. L'Enfant et la Sirène se retrouvent donc sur la trop longue liste d'œuvres inachevées et c'est bien dommage car vu le talent, la ferveur et l'audace que M. Adzamba a pu démontrer tout le long de ce projet, eh bien celui-ci méritait clairement de voir son projet achevé. Et j'ose espérer qu'on va pouvoir un jour voir les roches. Mais gardons espoir, mes amis, gardons espoir, parce que peut-être qu'un jour, on va redécouvrir ces roches qui ont été clairement perdues. Et il faut vraiment garder espoir, parce que les vides-greniers, ça c'est les ventes de garage en France, eh bien les vides-greniers sont beaucoup présents, et les Français savent que tout ce qui est pellicule, eh bien, peuvent valoir de l'or. Parce que je vous rappelle qu'on est encore, entre autres, à la recherche de certaines pellicules originales de Méliès, peut-être, qui ont été sauvées. Ne serait-ce que lui. Donc, il y a de l'espoir. On va peut-être un jour voir les roches. Peut-être. Et oui,
oui, mes amis, malheureusement, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC avec un sujet à la fois passionnant et aussi désolant. Hein, on va se le dire. Des choses abandonnées comme ça, qui relèvent de la culture, eh bien, on appelle ça du patrimoine culturel. Fait que tant qu'à le laisser pourrir comme ça, détruis-le comme faut. Parce que sinon, je vois pas le rapport. Et j'espère vous avoir fait voyager un petit brin avec cet épisode et les deux prochains aussi vont porter sur le même sujet. Donc vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Oui. Et si vous avez aimé cette émission, eh bien oui, vous pouvez l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Et vous pouvez aussi vous abonner tout en clochetant votre geste. Et je vous rappelle aussi, mes amis, que je suis, présent sur Facebook, Instagram ainsi que sur TikTok. Et tout mon contenu est relativement très différent dans les 3 endroits. Vraiment, c'est totalement autre chose. Mais ça a tout un rapport avec la pop culture. Ou les films. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt. Et pour celles et ceux qui attendent avec impatience les prochaines vidéos pour la saison 4 de Dans une galaxie près de chez vous, eh bien, sachez que tout est écrit. Il y a même un épisode de pré-monté, c'est-à-dire qu'il y a des images déjà mises sur ma voix off. Oui. Donc, il me manque juste à prendre rendez-vous avec Sauf qui peut pour pouvoir aller tourner chez eux dans leur merveilleux vaisseau spatial dans lequel je me sens comme chez moi maintenant, je dois dire. Donc, sur ce, je vous dis, profitez du soleil, profitez des derniers instants de vacances et vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Cinématographique pantoute. Aujourd'hui et pour les 2 prochaines autres capsules, nous allons donc parler, mes amis, des abandonnés plateaux de CDC et j'espère que sujet